Ainsi donc, c'est la tournée des empereurs, pourrait-on dire. Le chinois Xi Jinping à Paris pour quelques jours. On espère récolter des contrats et des contrats. Déjà, paraît-il, 18 milliards signés. On verra si le concert de Versailles ce soir donnera des ailes encore à la signature des Chinois pour acheter français, qui sait. Et puis, on sait aussi que Barack Obama fait son petit tour de Bruxelles à Rome, où il doit rencontrer aujourd'hui le pape. Alors, nous avons voulu aujourd'hui mettre à l'honneur, au fond, ce thème-là pour aussi signaler qu'il y aura samedi, vous le savez, le Forum Histoire, l'année vue par l'Histoire samedi à la Sorbonne, samedi 29 mars à la Sorbonne à Paris. Vous pourrez assister à des tables rondes animées par Emmanuel Laurentin, vous le savez, et toute son équipe de la Fabrique de l'Histoire, où interviendront entre autres de grands noms comme ceux de Mona Ozouf ou encore comme celui de Gabriel Martinez-Gros, bonjour, qui est un de nos invités, historien, professeur d'histoire médiévale du monde musulman à Paris 10 et auteur d'un très beau livre, Brève histoire des empires, comment ils surgissent, comment ils s'effondrent, à la collection Couleurs des idées du Seuil. Et puis avec nous également, parce que le titre s'imposait, et nous l'avons, on vous l'a piqué pour l'émission de ce matin, on y a rajouté, pour ne pas payer de droit d'auteur, un point d'interrogation. Voilà. Jean-Michel Quatrepoint, bonjour. Bonjour. Journaliste économique, on vous a lu longtemps dans les Échos, au Monde, au Nouvel Économiste, à la Tribune, et donc auteur de ce fameux Choc des Empires, le Choc des Empires, publié dans la collection Le Débat chez Gallimard. Alors oui, comment comprendre tout de même cette actualité géopolitique, à la fois évidemment sur des questions économiques, sur les questions aujourd'hui qui nous intéressent et qui intéressent la presse au quotidien, mais au fond, qu'est-ce que l'histoire des empires nous dit de ces relations-là économiques et géopolitiques? Assiste-t-on à un choc, comme vous l'écrivez, vous, Jean-Michel Quatrepoint, le choc des empires, États-Unis, Chine, Allemagne? Qui dominera l'économie monde? Et nous verrons si au fond, et nous voudrons voir avec vous, si au fond, l'épaisseur même de l'histoire, nos fictions de l'histoire, interviennent ou pas sur le réel de ces fameuses négociations. D'abord, voilà, 18 milliards d'euros de contrats pour démarrer. Abruptement, monsieur l'économiste, 4 points, 18 milliards d'euros de contrat. C'est chouette. Non, mais on a l'habitude de ce genre de visites et signatures de contrats. Vous avez l'habitude, vous recevez le président chinois tous les 4 matins. Non, mais vous savez, ça avait commencé au moment du choc pétrolier. Ça remonte à 40 ans. Et à cette époque, les présidents et les premiers ministres français et du monde entier allaient dans les pays arabes pour signer des contrats et essayer de récupérer un peu de la manne pétrolière qui s'était exportée avec la hausse du prix du pétrole. Donc, c'est pas nouveau, ces grands contrats. Donc, pas cocorico, vous? Non, absolument pas. Mais de toute façon, ces contrats étaient engrangés depuis déjà pas mal de temps. Il s'agit essentiellement d'une centaine d'Airbus qui vont être assemblés, qui sont déjà assemblés il y a 320 en Chine. Il s'agit des hélicoptères. Ah bon, mais bien sûr, parce que les Chinois demandent, ce qui est normal d'ailleurs, à ce qu'on produise sur place. C'est pas les seules choses que l'on exporte actuellement, les Français. Et ce qui intéresse les Chinois, c'est tout ce qui est dans le domaine agroalimentaire, et notamment le lait. Et ça peut vous sembler curieux, mais le lait en poudre, il y a 2 usines chinoises, françaises, qui vont produire pour la Chine, avec des capitaux chinois, d'ailleurs en France, en Bretagne, pour exporter du lait en poudre pour les bébés, car les Chinois ont un vrai problème sur l'agroalimentaire. Les normes de sécurité ne sont pas toujours respectées, c'est le moins qu'on puisse dire, et il y a eu des scandales en Chine, et les Chinois sont il y a une opinion publique, vous savez, en Chine, c'est un pays autocratique, mais il y a une opinion publique qui réagit, notamment tout ce qui touche à la sécurité des enfants. D'où les réactions sur la pollution, parce que ça touche en premier les enfants. Et on se souvient des affaires de lait empoisonné. Et donc, depuis, la Chine a rebalancé ses achats et achète là où il y a des normes de qualité, et c'est le cas en France. La même chose pour la viande de porc. L'agroalimentaire, les Chinois ont racheté une grande entreprise américaine qui s'appelle Smithfield pour importer du porc et différents pâtés, etc., en Chine, parce qu'il y a les normes américaines qui sont de meilleure qualité que les normes chinoises. Donc, dans ces cas-là, le consommateur chinois demande de la qualité et il n'a pas confiance dans les produits de Chine. En revanche, pour tout ce qui concerne l'électronique, je vous garantis que les Chinois achètent chinois. On a pu lire dans Le Monde daté d'avant-hier, Jean-Michel Quatrepoint, que cette visite chinoise ne signifie sans doute pas encore que Pékin voit l'Union comme un partenaire politique de premier plan, mais elle démontre néanmoins que les autorités chinoises cessent, alors c'est là que ça nous intéresse, et écoutez bien, Gabriel Martinez-Gros, cessent de considérer que l'Europe ne mérite aucun égard. Non, mais ils ont toujours joué. La Chine veut redevenir un empire. Il faut bien comprendre que la Chine, au XIXe siècle et au XVIIIe siècle, c'était la première économie mondiale.
Et ensuite, il y a eu cet épisode de la guerre de l'opium, où les Anglais, essentiellement, ont mis la Chine à genoux pour des questions déjà de balance commerciale, parce que le commerce était déséquilibré entre la Chine et l'Europe, et notamment l'Angleterre. L'Angleterre a acheté tout son thé à la Chine, il y avait un déficit de balance commerciale pour les Anglais. Ils ont cherché à rétablir cet équilibre de la balance, ce qu'on appelle la balance des comptes courants, et les Chinois leur ont dit, écoutez, nous on veut bien vous exporter tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous produisez ne nous intéresse pas, on produit de toute façon mieux chez nous. Et c'est là où les Anglais ont eu ce trait de génie, puis on peut dire, ils se sont dit, il faut rendre les Chinois addicts à un produit, et bien on va leur vendre de l'opium. Et ils ont commencé à produire de l'opium en Inde, au Bengale, et du pavot, transformé en opium, et ils ont exporté cet opium sur Canton, ils l'ont fait rentrer en contrebande en arrosant déjà la corruption, l'administration chinoise de l'époque, et progressivement, l'opium s'est répandu en Chine, dans les classes aisées, et à un moment donné, l'empereur de Chine a dit c'est pas possible, parce que les recettes s'évanouissaient, puisqu'il fallait payer cet opium en espèces sonnantes et trébuchantes. Et du coup, eh bien, on a été faire la guerre, on a canonné Canton au nom du libre-échange. Et ça, les Chinois s'en souviennent. Ils ont de la mémoire, contrairement à nous. Et les Chinois disent, là commence le siècle de l'humiliation. Et pour eux, le siècle de l'humiliation se termine en 1949 avec la victoire de Mao Tse-tung. Et c'est pour ça que Mao et Deng Xiaoping, qui lui, en 1978, va ouvrir la Chine à l'économie de marché, sont les deux icônes encore aujourd'hui en Chine. C'est les deux piliers. L'un, c'est redonner sa fierté et son indépendance au peuple chinois, et l'autre, c'est ouvrir au développement économique. Mais vous écrivez que la Chine, pendant très longtemps, n'avait pas forcément de visée expansionniste, puisqu'au fond, elle ne regardait pas le monde, elle ne considérait pas le monde, elle considérait même qu'elle était le monde. Centre du monde, elle était au centre-milieu. Est-ce que ça a changé aujourd'hui, ça ? Oui, ils répètent toujours qu'ils n'ont pas de visée expansionniste. Cela dit, ils estiment qu'ils ont un territoire autour de chez eux, et ils ne veulent pas que d'autres empires viennent faire la loi dans ce territoire. Et c'est tout le problème avec les voisins de la Chine et avec les États-Unis. Car les États-Unis se veulent toujours un empire, ils se veulent même le numéro 1. C'est pour ça que le G2 n'a pas fonctionné à un moment donné. Alors, c'est ce que vous écrivez. Voilà, G2, c'est une fiction, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que chacun des deux espérait bien être le numéro 1. Les Américains, naturellement, puisque c'est les pires puissances, et les Chinois, eux, ont l'objectif de redevenir la première puissance économique mondiale, et donc, du même coup, le principal empire, l'empire du milieu, qu'ils étaient au XVIIIe siècle. Et c'est là où il y a eu une confrontation des deux ambitions, et ça a commencé, en fait, l'affrontement a commencé en 2010-2011, parce que les Américains se sont rendus compte, en plus, qu'ils n'auraient pas le marché chinois. Le but des Américains, les Américains ont fait alliance avec la Chine, les multinationales, pour aller produire en Chine, utiliser la main-d'œuvre et qu'on réexporte sur les marchés solvables, Europe, États-Unis. Au passage, les multinationales ont gagné énormément d'argent parce qu'en plus, elles délocalisaient les profits pour ne pas payer d'impôts en Occident. Et chacun des deux y trouvait son compte. Et ensuite, ils se sont dit, quand le marché chinois, quand ils vont devenir matures et que ça va devenir un marché de consommateurs, de 1400 millions de consommateurs, là, on va en profiter. Eh bien non, parce que les Chinois ont dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Le marché chinois, il est pour nous. Et du coup, vous racontez comment Barack Obama essaie de convaincre les entreprises, les très grosses entreprises, de revenir relocaliser leur fabrication aux États-Unis, comme par exemple pour le cas de Apple. Alors, empire, le mot empire n'a pas cessé d'être prononcé par Jean-Michel Quatrepoint, Gabriel Martinez-Gros. Est-ce que ce mot empire, il a changé de définition, ou est-ce que quand on parle de l'empire américain ou de l'empire chinois, il correspond à la définition que vous donnez vous dans votre livre, en partant de Ibn Khaldoun, et nous en parlerons après, que vous donnez du mot empire? Non, pas du tout. Dans la théorie d'Ibn Khaldoun, ce sont des métaphores. Eh bien, bon, il y a quelque chose qui n'a pas changé et qui est tout à fait central dans ce que dit M. Quatrepoint est très juste, c'est-à-dire qu'un empire est fait pour accumuler de la richesse et non pas pour déployer de la violence. C'est très important. C'est du commerce. C'est du commerce et c'est de la création, c'est de la production. L'empire désarme très profondément sa population pour en faire une population productive. Mais en revanche, ce qui a totalement changé ou ce qui ne fonctionne pas dans le système khaldounien, c'est qu'il n'y a pas par définition de choc des empires. Comme vous l'avez dit, les empires par définition sont seuls au monde. L'empire, c'est l'empire romain, c'est l'empire chinois, et l'empire romain ou l'empire chinois ou l'empire abbasside médiéval sont des entités seules au monde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pour voisins que des barbares.
Or, la Chine n'a pas pour voisin que des barbares, et elle le sait. La preuve, c'est qu'elle vient acheter en Europe pour l'essentiel de la culture, c'est qu'elle vient s'établir à Versailles, acheter pour l'heure, pour l'instant en tout cas, notre vin ou notre foie gras, et donc elle importe des réalités culturelles que jamais un empire n'importe du monde barbare, par définition. Ouais. Oui, mais donc vous dites pas de choc. Et non, par définition, pas de choc, puisque l'empire est seul au monde. Évidemment. Jean-Michel Quatrepoint. Donc la Chine n'est plus un empire. Les États-Unis ne sont plus un empire. Il n'y a plus qu'un empire mondial. Oui, mais à l'intérieur des empires, il y a des contradictions qui se Alors, oui, s'opèrent. Jean-Michel Quatrepoint, oui. Car c'est vrai, en ce qui concerne la Chine, est mercantiliste. C'est-à-dire qu'elle accumule de la richesse pour faire en sorte que sa population monte et que la classe moyenne prospère. De la même façon, le Troisième Empire, dont on n'a pas encore parlé, je sais que ça choque parfois les gens quand je dis que l'Allemagne redevient un empire, sans le vouloir, d'ailleurs. Sans le vouloir. Vous dites même des choses qui, à mon avis, vont faire grincer, parce que vous dites qu'au fond, Angela Merkel et Gerhard Schröder ont réussi avec l'économie, là où le Troisième Reich avait échoué. Vous l'écrivez comme ça. Et j'ai regardé l'historien à côté de vous. Et le deuxième aussi. Oui. Bon. Mais parce que ça s'est fait presque naturellement, et aussi par absence de réaction des autres. Donc l'Europe, pour le moment, est allemande. Bon. Mais l'Allemagne est un pays mercantiliste, comme la Chine. Et quand vous êtes mercantiliste, vous devez être bien avec vos clients. Les principaux clients de la Chine sont les États-Unis et l'Europe. Et les principaux clients de l'Allemagne sont les États-Unis et la Chine. Et donc, l'Allemagne comme la Chine n'ont pas intérêt à la confrontation. Pour l'Amérique, c'est un peu différent, parce que l'Amérique se voulait le seul empire. Et c'est imaginé qu'effectivement, après l'effondrement de l'Empire soviétique... à ce que dit Gabriel Menkerer, on se croit le seul. Quand on, et que c'était l'hyperpuissance, comme avait dit Hubert Védrine. Et donc, ils ont vu monter, ils ont pensé que les Chinois, ils les contrôleraient, ils les utiliseraient. L'Europe ne comptait plus trop, de toute façon. La Russie était quantité négligeable. De toute façon, il avait dépecé, et donc il n'y avait plus à s'en préoccuper. Et donc, régnait l'hyperpuissance qui imposait, et qui son modèle triomphant, s'imposait au monde entier. Et c'est là où la Chine a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que nous aussi, nous avons notre modèle. C'est pas le modèle démocratique, Tocqueville, etc., même s'il y a des choses à prendre dedans. Nous avons pris une partie du modèle économique, mais nous avons notre propre modèle qui remonte à des millénaires, modèle confucéen, etc. Et l'Allemagne, elle dit, moi, j'ai pas de modèle. Moi, je fais du commerce. Je produis et je fais du commerce. Et la Russie, qui était plus un empire, bien sûr, était là et dit, attention, vous n'allez pas vous répartir le monde sur mon dos. Je veux exister, moi aussi. D'où les confrontations aujourd'hui. Et nous parlerons aujourd'hui des volontés, que l'on dit impériales, bien sûr, plus tard, de Vladimir Poutine. Mais Gabriel Martinez-Gross, comment observez-vous justement l'actualité et encore une fois, quelles sont les fictions que les empires produisent sur, on va dire, le protocole, tout simplement. Comment interprétez-vous quand on reçoit Xi Jinping à Paris aujourd'hui, qu'il y aura ce soir concert au château de Versailles avec un président de la République? Est-ce qu'il se joue là, dans l'image que l'on veut donner de soi, quelque chose qui ressemblerait à la nostalgie d'une puissance qu'on n'a plus, mais que l'on va tout de même montrer avec les ors, en l'occurrence, du château de Versailles? Peut-être, mais en tout cas, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que ces rivalités ou ces démonstrations de puissance sont profondément pacifiques. Et ça, c'est le fait des empires. En fait, les empires sont, c'est ce qu'essaye de nous expliquer Ibn Khaldoun, ce sont des réalités très profondément pacifiques. Il y manque simplement, c'est ce que les empires ont le plus de difficultés à contrôler. Enfin, l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine, effectivement, a fait 2 morts. Oui, voilà. Oui. C'est tout. Ah oui, donc chaque fois c'est comme ça. Non, pas chaque fois. C'est-à-dire que nous sortons de 2 siècles à peu près d'État-nation. Les empires ont disparu pendant 2 siècles à peu près depuis le début de la révolution industrielle. Et il y a évidemment un lien entre ce début de la révolution industrielle et nos États-nations. Et nous raisonnons encore en termes d'États-nations qui s'autoproclament le plus souvent empire pour en imposer à d'autres. L'empire russe, l'empire allemand du 19e siècle, le Deuxième Reich, ne sont pas en termes khaldouniens, et pour les raisons que je vous ai dites, des empires. C'est-à-dire que ce ne sont pas des réalités seules au monde, et par conséquent, ça n'a rien à voir avec l'empire romain, l'empire chinois tel qu'il s'est développé jusqu'au 18e. Et vous dites l'empire romain, c'était pas pacifique. Si, à partir du moment où il est empire, c'est-à-dire à partir du moment où il se protège derrière son limès. Hein. Il fait régner l'ordre. À l'intérieur, oui, bien sûr. Quelle est, selon vous, Gabriel Martinez-Gross, la part, on va dire, magique de ce mot
pour qu'il soit souvent employé? À la fois à tort ou à la fois à raison, à la fois sur un terme péjoratif ou à la fois sur quelque chose de valorisant. Voilà, on parle d'impérialisme, on parle de l'inquiétante volonté d'un nouvel empire de Vladimir Poutine. Quelle est la charge de ce mot? La charge est négative chez ceux qui l'emploient à l'égard des autres, mais en fait, quand ceux qui l'emploient le font pour eux-mêmes et pour l'entité politique qu'il gouverne, elle est, je crois, justement profondément pacifique. Je pense que quand les Chinois parlent d'empire, ils parlent d'un empire qui entend instaurer l'ordre et la paix, ou le plus d'ordre et de paix possible dans ce monde. Alors pourtant, on parle quand même bien de guerre commerciale, Jean-Michel Quatrepoint. Oui, mais la guerre commerciale n'est pas la guerre par les armes. Cela dit, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même quelques bruits de bottes en Asie, notamment autour des îles Darius et Koku. Je pense que le conflit a été un peu artificiellement monté, mais à un moment donné, vous savez, quand ces conflits éclatent, même si certains manipulent, ensuite ça peut échapper. Le contrôle peut échapper. Et ce qui se passe entre le Japon et la Chine est inquiétant. Parce que le gouvernement japonais est profondément nationaliste et les vieilles frictions ressortent. À 8h15, le débat des matins introduit par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc, chacun ses grands auteurs. Vous, c'est Ibn Khaldoun et moi, c'est Raymond Aron. Et vous savez que Aron distinguait l'État national, l'État impérial et l'État fédéral. Et il me semble aujourd'hui, et c'est la question que je voudrais vous poser en particulier à vous Jean-Michel Quatrepoint, est-ce que vous ne croyez pas que les États impériaux aujourd'hui, ils sont bien trois, mais qu'ils ne sont pas ce que vous dites? Les États-Unis, la Chine et la Russie. Quant à l'Allemagne, elle anime un État fédéral. Mais ce sera la question que je vous poserai tout à l'heure. 8h16, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Merci Marc. On ne peut qu'être d'accord avec vous, Jean-Michel Quatrepoint, en ce qui concerne la Chine. L'Empire du Milieu est la puissance montante du XXIe siècle. Oui, la Chine, premier exportateur du monde, a cessé d'en être l'atelier. Elle est déjà passée à autre chose. Elle délocalise ses chaînes de production chez ses voisins asiatiques, mais aussi en Afrique. Les salaires de ses ouvriers progressent à un tel rythme, 30% par an, que ses coûts du travail vont bien vite cesser de faire partie de ses avantages comparatifs. Elle est déjà présente dans les hautes technologies à forte valeur ajoutée. Elle fabrique la majorité des ordinateurs de la planète et se prépare à envoyer des hommes sur la Lune. Énorme consommatrice de matières premières et d'énergie, elle est obsédée par la sécurisation de ses voies commerciales maritimes. Aussi a-t-elle créé un collier de perles sous forme de port civil ou militaire sous contrôle, ce qui ne peut mener qu'à une confrontation avec l'autre puissance maritime de la planète, les États-Unis. Vous avez raison aussi lorsque vous mettez en doute la Chine-Amérique et la pseudo-dépendance croisée qu'elle prétend décrire. Absorption des marchandises d'un côté, achat des dettes de l'autre. Ce n'est pas jouable à long terme. On vous suit aussi lorsque vous analysez les enjeux monétaires du duel Washington-Pékin. Oui, il y aura choc entre ces deux empires. Mais là où je ne vous suis pas, c'est sur l'Allemagne. D'abord, il me paraît surprenant de mettre sur le même plan et de décrire en tant qu'empire les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Il suffit de regarder une carte. L'Allemagne est un petit pays à l'échelle du monde. Un empire suppose, si j'en crois Henri Laurence, auteur notamment de L'Empire et ses ennemis, un système de domination s'étendant à une pluralité de peuples et de territoires dotés de statuts divers. Fin de citation. Il suppose en outre une notion de grandeur spatiale. En cela, il s'oppose à l'État-nation qui suppose au contraire l'homogénéité des populations qui le constituent et leur égalité de statut. Raymond Aron, je le disais tout à l'heure, distingue l'État national dont les citoyens, je le cite, appartiennent tous à une même culture et manifestent une volonté de vivre en une communauté autonome, de l'État impérial, je cite encore, imposé le plus souvent par la conquête à des peuples de langues et de cultures différentes. Alors vous, Gabriel Martinez-Cross, que vous venez de publier chez le même éditeur que Laurence, un livre qui s'intitule donc, je l'ai sous les yeux, Brève histoire des empires, placée sous l'autorité d'Ibn Khaldoun, vous y insistez davantage sur les relations entre les bassins de population sédentarisés et les confins, peuplés de tribus nomades, parmi lesquelles, selon la théorie d'Ibn Khaldoun, les souverains impériaux vont recruter soldats et policiers. Mais quelle que soit la définition que l'on donne de l'empire, on ne peut y inclure l'Allemagne actuelle. Même le Reich, le deuxième proclamé en 1871 au bénéfice de Guillaume Ier, entérine le renoncement par Bismarck de l'option de la Grande Allemagne qui, en incluant les possessions allemandes des Habsbourg, aurait pour le coup donné naissance
un véritable empire. Ce ne fut pas le cas. L'empire est une formule politique qui prétend étendre sa puissance, apporter sa paix à des peuples disparates, d'où l'importance dans chaque empire des forces armées. Eh bien, comparons. L'armée américaine, c'est 1 400 000 militaires, un budget de 582 milliards de dollars. L'armée chinoise, c'est 2 200 000 militaires, un budget de 139 milliards de dollars. L'armée allemande, 170 000 professionnels et un budget de 44 milliards. L'Allemagne, un géant à l'échelle de l'Europe, ne comporte que 1% de la population du globe et cette puissance industrielle, toujours à l'échelle de l'Europe, compte pour moins de 5% du PIB mondial. Comme l'écrit Ulrich Speck du think tank Carnegie, l'Allemagne est assez grande pour jouer en première division européenne, mais trop faible pour dominer le continent. Sa puissance dépend de sa capacité à s'entendre avec ses voisins et à coopérer étroitement avec eux. Certains de ses voisins, loin de voir en Berlin un quelconque empire, presse l'Allemagne d'assumer avec plus d'autorité sa fonction de leader de l'Europe. C'est ce qu'a dit par exemple le ministère des Affaires étrangères polonais, Sikorski. Si notre pays, nous, Français, n'est plus en mesure de jouer les copilotes, c'est à cause de nos échecs économiques et non pas du fait d'une volonté de domination allemande. Quand toute l'Europe est politiquement déstabilisée par la montée d'un populisme anti-européen, l'Allemagne, à peu près seule, en est épargnée. Et ses électeurs reconduisent Angela Merkel au poste de chancelière pour la 3e fois. Quant au mythe de l'Allemagne mercantiliste, théorie que vous soutenez encore, qui déséquilibrerait l'Europe par ses succès commerciaux, le directeur du think tank bruxellois Bruegel, Daniel Gross, en a fait justice dans une note récente, je le cite plus ou moins, je le résume. C'est toute l'Europe du Nord qu'elle soit dans l'euro comme les Pays-Bas ou hors de l'euro comme la Suède, voire hors de l'UE comme la Norvège et la Suisse, qui engrangent en ce moment, écrit Daniel Gros, d'importants excédents commerciaux, et pas seulement l'Allemagne. Et les pays qui, à rebours, accumulent les déficits excessifs sont le Royaume-Uni et les États-Unis. Quand bien même l'Allemagne déciderait d'importer davantage, cela boosterait les pays du Nord, qui sont les principaux fournisseurs de l'Allemagne, et non pas ceux du Sud, qui ne comptent en effet que pour 10% des importations allemandes. Alors n'avez-vous pas l'impression que si le monde compte aujourd'hui bien un troisième empire, ce n'est pas l'Allemagne, mais c'est la Russie. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Alors, Jean-Michel à dire. Sur la fin, la Russie n'est pas un empire. Il ne nous a pas échappé que le sous-titre du livre, c'est qui dirigera l'économie monde. Je me place sous l'angle des empires économiques. Indiscutablement, l'Allemagne n'est pas un empire, ne veut pas et ne voulait pas être un empire politique et encore moins militaire. Mais elle devient, presque sans le vouloir, par l'abandon des autres en quelque sorte, et de notre faute à nous, le pays dominant en Europe. Alors ensuite, quant à la Russie n'est pas un empire, elle n'est plus un empire depuis l'effondrement de l'URSS. La Russie a été ramenée de 340 millions d'habitants à 140 millions d'habitants. Elle a été dépecée, démantelée par la volonté américaine essentiellement. Et la réaction... Pas par la volonté des peuples qui en composaient. Non. Vous croyez vraiment que les Polonais et les Tchèques avaient envie de rester dans l'Union soviétique? Je parle de l'URSS. Je parle de l'URSS. Pas du Comecon et des autres. Hein. Et les Estoniens et les Lituaniens aussi. Ils faisaient partie de l'URSS, ils n'avaient pas vraiment envie d'y rester. Hein. Oui, ils n'avaient pas envie d'y rester, mais globalement, disons que l'effondrement du communisme a fait imploser la Russie. Et la Russie, économiquement, ne compte pas. La Russie est un pétro-pays. Bon, et c'est d'ailleurs son problème. Son problème, c'est que c'est l'échec des 15 dernières années. C'est-à-dire que son économie dépend presque exclusivement du gaz et du pétrole. Et quand on est dépendant, c'est le drame d'ailleurs de beaucoup de pays pétroliers, ils sont totalement dépendants, ça génère de la corruption, etc., tout ce qu'on connaît, et donc ils n'ont pas réussi à rebasculer la richesse du pétrole vers le développement économique. Et c'est là où ils ont besoin... L'annexion de la Crimée, c'est pas un acte impérialiste. Non, mais on va pas... on peut discuter sur l'origine de la Crimée, etc. Ça nous entraînerait très loin. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que la Russie dit simplement le monde est en train de se partager entre 30 zones économiques, hein, et simplement, vous n'allez pas m'oublier. Et le problème des empires, c'est que généralement,
vous avez raison de dire que l'Empire, à un moment donné, il met des barrières. Hein. C'est la muraille de Chine, c'est le mur d'Adrien, etc. Oui, le Limès et les murailles de Chine, c'est Voilà. la même chose. Hein, Exactement. Et ce que dit la Chine aujourd'hui, c'est aux Américains, attendez, il y a les marches de mon empire, où là, je ne veux pas que vous veniez dominer, etc. Vous respectez une sorte de zone neutre. Et c'est la même chose que dit Poutine, finalement, autour de l'Ukraine. C'est la zone neutre. Et d'ailleurs, les négociations, s'il y a négociations qui s'engagent avec les Occidentaux sur l'Ukraine, c'est que l'Ukraine devienne éventuellement un pays fédéral et avec une sorte de finlandisation de l'Ukraine. Donc vous n'allez pas plus loin et vous me laissez une zone tampon, hein, pour que moi je puisse encore exister. C'est ça. Alors, Gabriel Martinez-Gross, sur ça, je vous vois vouloir intervenir. Non, pas particulièrement. Mais je vous ai vu faire la moue à 2 ou 3 reprises sur l'annexion de la Crimée par... J'approuvais. D'ailleurs, les deux interlocuteurs, je pense qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose, ce qui fait l'essentiel de leur discussion, comme il arrive souvent. Et malheureusement, je vais peut-être ajouter à la confusion, parce que je n'arrive pas à m'y retrouver, évidemment. Ibn Khaldoun écrit au XIVe siècle, voilà. C'est-à-dire dans un monde d'économie profondément stagnante. Et il est évident que sa vision de l'Empire est d'autant plus pertinente que vous êtes dans un monde d'économie stagnante. Un des enjeux de la question aujourd'hui, à savoir la vision de l'Empire d'Ibn Khaldoun est-elle pertinente, c'est de savoir si la révolution industrielle est en train de cesser. Alors, si la révolution industrielle est effectivement en train de cesser, alors la théorie d'Ibn Khaldoun redevient extrêmement pertinente. Peut-être que je vous dis en 2 mots de quoi il s'agit. Il s'agit donc de sociétés dans lesquelles la richesse ne se crée pas spontanément, la société civile ne crée pas spontanément de richesse, et où par conséquent, pour créer la richesse, il faut l'accumuler artificiellement. Le biais de cet artifice, c'est l'État, et à travers l'État en particulier l'impôt. L'impôt concentre la richesse dans ce qu'on appelle une capitale, une ville, bien entendu, capitale. Il concentre à la fois l'impôt et l'État la richesse financière et les ressources humaines qui permettent la diversification des métiers. C'est ainsi qu'Ibn Khaldoun, qui n'a pas les mots gain de productivité à sa disposition, explique en réalité comment se font les seuls gains de productivité possibles dans une société qui spontanément n'en crée pas. Et simplement, cette admirable construction qui permet en effet des gains de productivité qu'on étend ensuite au reste de la société, exige une condition absolue qui est le désarmement des populations, parce que, dit Ibn Khaldoun, des populations armées ne paieraient pas l'impôt et par conséquent, le mécanisme de création de la richesse ne se mettrait pas en branle si les populations n'étaient pas désarmées. Dans la mesure, c'est le dernier point, où les populations de l'Empire sont désarmées, l'Empire doit donc tirer la violence qui lui est nécessaire, la violence de ses forces de l'ordre en particulier, la violence de son armée, des zones périphériques qui sont au-delà de ses frontières, au-delà de son limès, au-delà de sa muraille de Chine. Et donc les barbares. Et donc les barbares. Ouais. Et donc ce sont toujours les barbares, puisqu'ils détiennent la force qui gouverne l'Empire. Mais si je vous ai bien lu, Ibn Khaldoun parle même de la douceur, qu'il faut imposer la douceur aux masses, comme aux élites civiles. Et dire pire que ça, il faut imposer la lâcheté. Oui, absolument. Jean-Michel, je voudrais revenir sur l'Allemagne. Ce qui se passe, c'est plutôt le modèle du Saint-Empire romain germanique, qui était excessivement décentralisé, où l'empereur était une sorte d'arbitre entre les princes et entre les États, et entre les conflits qu'il y avait entre les peuples et les princes. Et en même temps, le commerce pour le bien de tous. Et c'est plutôt ça qui est dans la tradition allemande. Vous avez parlé de Bismarck. Tout à fait, Bismarck, je crois, a été un très grand dirigeant allemand, car il avait compris qu'il ne fallait pas aller trop loin, et c'est pour ça que, effectivement, après Sadova et après la victoire contre la France, il n'en rajoute pas et qu'il laisse la France aller trouver des zones d'expansion dans la colonisation, alors que l'Allemagne, elle, ne va pas coloniser à part aux 2 pays. Et en même temps, il se garde bien d'aller s'affronter à l'Empire britannique sur la mer, en ne développant pas une flotte de guerre. Et ça sera
quand Bismarck part... Donc ils renoncent à l'Empire, c'est ça que je voudrais vous faire dire. Non, mais parce que... En 71, ils avaient la possibilité de choisir l'option Grande Allemagne. Oui, ils choisissent l'option Petite Allemagne. Oui, Petite Allemagne. Ils renoncent aux pays germanophones de l'Empire des Habsbourg pour garder l'idée d'un État-nation en réalité. Il fait le choix entre l'Empire et l'État-nation, il choisit la formule État-nation. Oui. Donc ça veut dire que il n'y a pas dans l'ADN de l'Allemagne moderne quelque chose qui serait une vocation impériale. Sauf l'accident hitlérien, bien entendu, qui lui est profondément impérial. Non, l'incident commence avec Guillaume II. Et Guillaume II est le grand état-major allemand. Bismarck meurt en 1900, etc. Et là, à partir de là, il y a une dérive, notamment avec les pangermanistes, et c'est comme ça qu'on aboutit à la catastrophe, d'ailleurs, parce que là, ils ont une volonté impériale, et ils feront l'erreur d'aller titiller les Anglais en développant la marine, tout en s'imaginant que l'Angleterre ne bougera pas si on peut envahir la Belgique. Et l'idée, à ce moment-là, est effectivement l'idée de faire un empire et d'aller régler son compte déjà aux Russes, aux Slaves, et en se disant, les Anglais n'interviendront pas. Hitler fera la même erreur. C'est-à-dire qu'Hitler s'imaginera que finalement, les Anglais ne bougeront pas. Et d'ailleurs, pendant toute la guerre, il y aura, ce sera Rudolf Hess qui passe, etc., il y aura l'espoir en Allemagne que les Alliés, finalement, se mettront avec les Allemands contre les Russes et les bolcheviks. Donc, il y a un moment donné, et là, indiscutablement, l'Allemagne n'a pas de volonté impériale, mais elle devient presque sans le vouloir. C'est ça que vous dites dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique d'impérialisme, mais il y a un impérialisme de fait, un impérialisme économique. Et c'est aussi avec l'élargissement, indiscutablement. L'élargissement a permis à l'Allemagne de retrouver un hinterland et surtout de se retrouver sur les cartes ont un rôle, au centre de l'Europe. Et Berlin, quelqu'un l'a dit en 1990, Berlin redevient une capitale d'empire. Alors, qu'est-ce qui fait, Gabriel Martinez-Gros, qu'au fond, si on parle toujours de l'empire chinois, de l'empire américain, éventuellement ou non, en tout cas de la volonté impériale de Vladimir Poutine, qu'est-ce qui fait que l'Europe, qui se constitue comme un vaste ensemble qui veut peser sur la destinée du monde, n'est pas, ou ne peut pas être appelée, n'est pas considérée, et n'a peut-être même pas la volonté d'ailleurs, d'être appelée un empire ? Alors, puisqu'il s'agit d'ADN, alors je ne pense pas qu'il s'agisse véritablement d'une donnée génétique de l'histoire de l'Europe, mais de fait, depuis le 5 ou le 6e siècle de notre ère, ce qui fait tout de même loin, il n'y a pas ou pratiquement pas d'empire européen. Les seules tentatives impériales ont été des échecs, tout simplement pour une raison simple que la théorie d'Ibn Khaldoun dit bien, c'est qu'à partir du 6e siècle et des invasions barbares, il n'y a plus d'impôt d'État en Europe, où il n'y a plus d'impôt d'État dans les États européens. C'est-à-dire que le prélèvement sur la masse paysanne est dispersé en milliers d'entités, de monastères, de châtellenies et de seigneuries. Et par conséquent, le mécanisme khaldounien propre, c'est-à-dire la concentration dans une capitale gigantesque, mégalomaniaque, et où se déploie la spécialisation des métiers et les gains de productivité, ce phénomène ne se produit pas ou n'aurait pas dû se produire. Un des grands coups à la théorie d'Ibn Khaldoun, c'est l'expansion démographique et économique européenne à partir du 10e ou du 11e siècle, que la théorie n'explique pas. Alors justement, moi, en vous lisant Gabriel Martinez-Gros, je me suis dit, est-ce que la théorie d'Ibn Khaldoun, qui est quand même un auteur qui écrit au Moyen-Âge et dans le contexte de la civilisation musulmane, est-ce que, où l'État-nation est inconnu, est-ce que cette conception de l'Empire s'applique à notre zone de civilisation à nous, où très vite nous nous dégageons en réalité de l'Empire pour fabriquer cette innovation moderne européenne qui est l'État-nation. Et c'est aussi une façon de répondre à Jean-Michel Quatrepoint, qui est effectivement, il me semble que nous, fédération en puissance d'États-nations européens, nous n'avons pas de vocation impériale parce que l'Empire, c'est quelque chose qui a toujours échoué en Europe depuis Charlemagne, avec Napoléon, avec Hitler. Toutes les volontés impériales se sont heurtées à la résistance des États-nations. Gabriel Martinez-Gros. Tout simplement, oui, bien sûr. Cela dit, à partir du moment où l'impôt, c'est Tocqueville qui le dit, apparaît au milieu du XIVe siècle en Europe, en moyenne, les traits khaldouniens commencent à se manifester dans l'histoire de l'Europe, en particulier l'hypertrophie des capitales. Je vous rappelle qu'en 1300 et en 1700, la population de la France, à cause des pestes et de leur récupération, est à peu près la même, mais que Paris a triplé de taille. C'est-à-dire
que la capitale est devenue véritablement une capitale alimentée par l'impôt, comme le veut Ibn Khaldoun, et où en effet se déploient les principaux gains de productivité. L'appel à des mercenaires étrangers, la spécialisation de certaines régions d'Europe dans la fonction militaire, les Suisses par exemple, une certaine région d'Europe, les Albanais bien sûr dans l'Empire ottoman, mais là on est dans un empire traditionnel au sens khaldounien du terme, sont aussi des traits khaldouniens. Mais tout ça est totalement brisé par la révolution industrielle, évidemment, dans la mesure où, à partir de la révolution industrielle, le progrès scientifique et technique crée spontanément de la richesse. On n'a plus besoin de l'impôt pour le créer, du moins l'impôt n'est plus la source principale ou essentielle de la richesse, et par conséquent, l'autre condition tombe, c'est-à-dire le nécessaire désarmement des populations. Le fait majeur du 19e siècle, c'est l'armement des peuples, par le biais démocratique. C'est le fait... Et surtout, il y a une chose que vous disiez à l'instant. Dans les concessions d'Ibn Khaldoun, si je comprends bien, il y a l'idée que les échanges commerciaux sont à somme nulle. Hein, alors que dans le cadre de l'État-nation et du commerce entre les cités et les États-nations, le commerce n'est pas à somme nulle. Au contraire, ça enrichit mutuellement. Et ça rentre pas dans la conception khaldouniste. Ça n'y rentre pas parce qu'il n'a pas l'idée tout simplement de la révolution industrielle. Il n'a pas l'idée... Et toute l'Europe commerciale est fondée là-dessus. Que nous nous enrichissons et vous aussi. Oui, sauf si on tombe à des taux de croissance inférieurs à 1% par an comme aujourd'hui. Et là, on peut se demander si on n'est pas en train de rentrer dans le monde khaldounien, c'est-à-dire dans un monde stagnant. Jean-Michel sauf que le problème économique mondial aujourd'hui, c'est que c'est un jeu. Ça doit être théoriquement un jeu à somme nulle, mais qu'il y a des pays qui accumulent des excédents et d'autres des déficits. Absolument. Et que ces déséquilibres sont la cause des tensions, principalement. Et alors, Brice Couturier le rappelait, effectivement, les tentations et les tentatives des empires ont finalement échoué du côté européen. Mais tout de même, que voulez-vous dire, Gabriel Martinez-Gros? Expliquez-nous, quand vous dites que finalement le paradoxe du triomphe de l'État national sur l'Empire, c'est qu'il remplit mieux les fonctions de l'Empire que ne le faisait l'Empire. Donc on hérite bien de quelque chose qui n'a peut-être pas marché, ou qu'on n'a pas voulu, qui n'a pas été pérenne, mais on hérite bien de quelque chose avec cette notion d'empire jusqu'à aujourd'hui. L'empire est profondément dans sa visée de lui-même, hein, bien entendu, dans sa vue de lui-même, il est profondément pacifique et pacifiant, hein, c'est ce que nous disions, c'est-à-dire que son but est de pacifier les populations. Or, l'État-nation qui a subi, supporté et mené les deux guerres mondiales, c'est-à-dire qui a fait de ses producteurs des soldats, les a en même temps profondément pacifiés, en particulier par le biais de l'urbanisation. Dans tous les sens du terme, nous sommes devenus plus urbains, et surtout par le biais de la scolarisation. C'est l'extension de la ville et de l'école sont les deux grands gains de l'État-nation qui ont pacifié et désarmé à la fois idéologiquement et pratiquement les populations bien mieux que l'Empire dont c'était le programme. Et la sédentarisation et la sédentarisation qui va avec. C'est ça, la sédentarisation. Hein. C'est l'urbanisation et la scolarisation. C'est effectivement l'abandon, en général, des solutions violentes, y compris dans la vie quotidienne. Le report sur l'État, tout simplement, de la fonction de violence. L'État a une police, il a une justice, il a une armée qui assume toutes les fonctions de violence. Dans le monde khaldounien, évidemment, l'État doit faire appel aux barbares, hein, bien sûr, pour remplir ses fonctions de violence, puisque précisément, il a désarmé ses populations. Jean-Michel, 4 points. Oui. La scolarisation, vous n'avez pas réagi dans votre livre, en tout cas la question de l'éducation est importante. Oui, elle est importante dans tous les pays, notamment chez nous. Mais ça, on n'a pas parlé de la France. Et c'est vrai que l'Allemagne a pris une place grandissante parce que nous avons progressivement abandonné, nous lui avons abandonné cette place. Tout remonte à 90-91, hein, avec l'éclatement de l'URSS et l'effondrement du communisme. L'Allemagne se remet au centre du jeu en Europe et il y a la réunification. Et en même temps, François Mitterrand, à l'époque, comprend bien que le monde change complètement de base. C'est le moment, le 19e siècle se termine à ce moment-là. Hein, et que les rapports de force changent complètement. Et là, il se dit, je vais, pour arrimer l'Allemagne à l'Europe, pour éviter qu'elle ne bascule vers l'Est, on va lui prendre son marque. Et nous allons créer la monnaie unique. Et à cela, Margaret Thatcher lui dira, écoutez, vous n'allez pas arrimer l'Allemagne à l'Europe, mais c'est l'Europe qui va s'arrimer à l'Allemagne. Et elle avait vu juste,
car effectivement, à partir de ce moment-là, l'Allemagne met en place une stratégie. Ça a été compliqué, il y a eu des affrontements, il y a eu à l'intérieur du bloc allemand, tout le monde n'était pas d'accord. Ils ont financé la réunification qu'ils ont faite à marche forcée. Hein. Ils ont créé l'Hinterland, l'élargissement, c'est parce que l'Allemagne souhaitait cet élargissement, avec l'appui bien évidemment des Américains, pour apporter effectivement au peuple qui était dans le Comecon le développement et les stabiliser. Et à partir de là, je pense qu'en France, on n'a pas très bien compris ce qui se passait et ce qu'impliquait aussi une monnaie unique. Hein. Comment voulez-vous une monnaie, ça correspond à une nation. Or, il n'y a pas de nation européenne. Et c'est pour ça, c'était bancal dès le départ. Hein. Et on a voulu... nation européenne, il n'y a pas d'empire européen. Oui, donc, oui, non, mais il n'y a pas... Et vous rendez hommage aux lois Hartz et à Schröder, dont vous dites qu'il est. Hein, parce qu'il y a un débat aujourd'hui en ce moment, vous avez vu. Oui, tout à fait. Mais, non, mais les Allemands ont compris... Guillaume Duval dit le contraire. Hein. Oui, mais les Allemands ont fait un choix. C'est de protéger leur système industriel. Hein, c'est la géostratégie allemande et celle de ces grands groupes industriels et du Mittelstand, hein, et des entreprises industrielles. Et ils ont fait porter l'ajustement, comme on dit pudiquement, sur une partie de la population allemande, notamment les immigrés des pays de l'Est, notamment les femmes célibataires, etc., et les mini-jobs, etc. Donc vous avez une partie de la population allemande... un marché du travail dual, vous dites carrément. Totalement dual, c'est une Allemagne à deux vitesses. Dans l'industrie, on gagne très bien sa vie, et pour les autres, on a préservé l'outil industriel, et les services, pas de SMIC, etc. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont développé une industrie agroalimentaire qui maintenant est supérieure à l'industrie agroalimentaire française, hein, en utilisant la main-d'œuvre, effectivement, bon marché des pays de l'Est, des saisonniers, etc. Et en modernisant en même temps leur outil, ce qu'ils font toujours. Et ils ont eu un projet, une stratégie, et nous n'avons pas eu de stratégie. C'est toute la différence entre eux et nous. Alors évidemment, il arrive que tout de même, c'est ce que vous décrivez, Gabriel Martinez-Gros, que les empires meurent. Rappelez-vous du film de Michael Curtiz, l'Égyptien où Sinoué parle sans savoir à Akhenaton. Nous vivons dans le crépuscule de notre monde, Horemheb, et tu seras le soleil couchant. Les nations s'élèvent puis s'effondrent. Les rois peuvent bâtir de puissants monuments, ils retombent en poussière. Et la gloire fuit comme une ombre. Car dans toutes ces choses-là, la mort a son germe. Seule la pensée peut vivre. Voilà, il parle à Horemheb, mais qui est donc en fait Akhenaton. Ça pourrait être une phrase de votre livre, ça. Presque, oui. Presque. Les dynasties tombent, pas nécessairement les empires, parce que ce qui constitue fondamentalement les empires, et ça c'est ce qu'Ibn Khaldoun a si bien compris, c'est leur masse productive. C'est-à-dire, c'est la masse de population désarmée, pacifiée, fiscalisée, qui en constitue le centre, puisque l'essentiel de l'activité des empires, encore une fois, c'est de créer de la richesse. Oui. Et tout dépend de cette population fiscalisée. Peut-être Ibn Khaldoun a-t-il si bien compris la chose parce qu'il vit à l'heure de la peste. Bien. Ce qui détruit les empires, c'est la peste. Oui. Et vous écrivez au tout début du livre, page 11, ce que nous appelons l'histoire contemporaine, qui a commencé, voilà, 2 siècles avec les révolutions industrielles et politiques, s'achève sous nos yeux. Oui, c'est un pari. Hein. C'est-à-dire... c'est on va se recoucher. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que la révolution industrielle est à peu près arrivée à son terme dans les quelques décennies qui viennent, hein, c'est pas demain ou aujourd'hui. Non, est-ce que attendez, est-ce que nous allons retomber à des taux de croissance si faibles que de fait les recettes d'un monde stagnant, c'est-à-dire ceux d'Ibn Khaldoun, vont reprendre toute leur pertinence? Voilà. Non, dit 80. Non, on vit une 3e révolution industrielle. C'est ce qu'on dit, oui. Non, c'est une vraie révolution. Si. C'est une vraie révolution. On verra. Non. La révolution. Les Chinois sont toujours supérieurs à 5%. On n'est pas dans un monde stagnant, c'est dans une Europe stagnante. Oui. Le Brésil est tombé à moins de 1%. Non, mais ce qui change, ce sont les processus de production, c'est la mise en réseau du monde, hein, la mise en réseau des systèmes productifs. Et c'est ce qu'on appelle, autrefois tout était basé sur la main-d'œuvre, maintenant c'est basé sur le cerveau d'œuvre. C'est ce qu'on appelle l'économie. C'est-à-dire, c'est une société interconnectée. Voilà, I avec un I, que vous écrivez avec un I d'ailleurs. Oui. Jean-Michel 4 points, le choc.